Sehali est philosophe, il enseigne à Sciences Po Paris, à l'Université libre de Bruxelles, et il est très impliqué dans tout ce qui a trait à la déontologie et à l'éthique. Lorsqu'il a été proposé pour venir intervenir ici en ouverture de cette séance de clôture, on s'est posé beaucoup de questions, mais finalement, les partisans du oui ont gagné. Alors vous allez nous expliquer pourquoi nous avons un philosophe devant des chefs d'entreprise. Y a-t-il un problème philosophique à gérer? Merci. Merci de votre invitation. Tous mes remerciements à l'équipe de la CGEM qui m'a contacté ces derniers temps pour me permettre d'être parmi vous. Je suis désolé de n'avoir pas pu être présent hier. J'étais en Terre Sainte, ça ne s'invente pas, mais c'est une commune en Suisse qui s'appelle Terre Sainte. Et je faisais une formation de chef d'établissement scolaire, donc dans la Suisse romane. C'est pourquoi je n'ai pas pu assister avec vous. Et je mentionne cela parce que ce sont des travaux très concrets que font les enseignants, les directeurs d'école et les gens de la santé, personnel de santé. Un dernier ouvrage vient de paraître qui s'intitule « Bullshit Jobs », les boulots qui ne conviennent pas, si je puis dire, de l'anthropologue David Graeber, de la London School of Economics. Et il y a deux métiers, dit-il, qui sont très concrets, très utiles à la société. C'est précisément les métiers de santé, les métiers d'éducation. Ceci pour dire pourquoi je suis là. Je n'oublie pas ta première question, Simstafa. Pourquoi je suis là? Parce que très souvent, on associe à la philosophie l'abstraction. On associe l'idée qu'on est hors sol, qu'on n'est pas du terrain, et on confond très vite l'abstraction et la généralité. Il est vrai, comme toute science humaine et même science au sens large, nous nous occupons de généralité, comme qu'est-ce qu'une règle, qu'est-ce qu'une loi. Automatiquement, on se place au niveau d'une généralité. L'État, son rôle, c'est précisément ce dont il est question ici. On m'avait dit que j'interviendrais sur la croissance inclusive et je prendrai précisément l'exemple de la croissance inclusive pour vous montrer que nous ne sommes pas dans l'abstraction, nous autres philosophes. Nous sommes certes dans la généralité, mais nous ne sommes pas dans l'abstraction. Je rappelle, l'étymologie de l'abstraction, c'est la soustraction, c'est-à-dire qu'on oublie certains paramètres. Aipharesis, en grec, c'est soustraire. Et précisément, qui pense abstrait? Certainement pas les philosophes. Ils sont tout le temps en train de faire des connexions. Je prends comme exemple la croissance précisément dont on parle tant, mais à chaque fois que vous séparez la croissance du développement, vous êtes dans l'abstraction. À chaque fois que vous séparez la croissance de l'emploi, vous êtes dans l'abstraction. Alors, qui pense abstrait? Certainement pas les philosophes. Il y a une définition de la croissance inclusive par la Banque africaine du développement qui, moi, si vous voulez, ne me satisfait pas. Elle dit que la croissance inclusive a pour résultat le développement. Elle a pour environnement l'équité et elle s'occupe des plus vulnérables. Eh bien, je ne crois pas que l'équité soit un environnement de la croissance et je ne crois pas que le développement soit un résultat de la croissance. Si précisément on parle de croissance inclusive, c'est parce que, et c'est pour, que le développement soit inclus dans la croissance, que la croissance ne soit pas simplement le développement du capital, que ce soit aussi le développement du travail. Vous savez que l'Afrique se range au deuxième rang de la croissance mondiale entre 2000 et 2016, mais aussi au deuxième rang des inégalités. Le premier rang pour la croissance est tenue par l'Asie du Sud-Est et le premier rang pour les inégalités est tenu par l'Amérique latine. Mais précisément, pourquoi ce deuxième rang d'inégalités, dans les inégalités, alors qu'il y a 4,8 de croissance sur les 15 dernières années? Eh bien, c'est parce que c'est une croissance qui s'est faite sans emploi, uniquement pour le développement. Beau lapsus, j'aurais voulu,
pas pour le développement justement, une croissance qui s'est faite uniquement pour le développement du capital et pas le développement du travail, orientée vers la main-d'œuvre la plus qualifiée, c'est-à-dire les zones côtières et les grandes agglomérations, mais on oublie précisément les zones rurales et les plus défavorisées. Et si on parle de croissance inclusive, c'est précisément pour aller vers ces régions-là qui sont oubliées. Vous savez, on parle beaucoup d'éthique, des technologies de l'information et de la communication, mais ça renforce encore la main-d'œuvre qualifiée, ça renforce encore, ça s'adresse à la main-d'œuvre qualifiée, et ça renforce les zones côtières et les agglomérations, et où sont précisément les zones défavorisées. Et j'en viens précisément à la définition, cette fois-ci, concrète de la croissance inclusive, et c'est précisément la croissance pour laquelle le revenu des plus pauvres croît plus vite que celui de l'ensemble de la population. La croissance inclusive, la croissance où le revenu des plus pauvres croît plus vite que le revenu de l'ensemble des populations. Et là, on voit bien que ça ne peut pas être simplement un résultat, le développement. Et si elle est précisément de part en part dans l'équité, si elle fait de l'équité une vertu cardinale, c'est parce que précisément l'équité comme justice rétablit un peu des formes d'égalité. Deux exemples. L'Inde, Bangladesh d'un côté. L'Inde, durant les 15 dernières années, je prends toujours cette grande fourchette, a eu 98% de plus de revenus que le Bangladesh. Mais le Bangladesh a une meilleure survie infantile, a une meilleure maintien scolaire, a un meilleur taux de vaccination. Pourquoi? Eh bien parce que même s'il y a beaucoup moins de croissance, elle est plus inclusive. Et du coup, équité, pourquoi? Parce que vous mettez dans la croissance le long terme, à savoir la durée et la justice. Et quand vous mettez la durée et la justice, il y a un beau mot anglais qui est intraduisible, la sustainability, et précisément, si c'est une croissance soutenable, elle ne peut s'entendre que par rapport au long terme et par rapport précisément à une justice durable. L'autre exemple, c'est celui, et je m'arrête sur cette première question, mais je pense avoir été concret, et je ne suis pas, si vous voulez, hors sol. L'autre exemple, c'est celui de la Chine, et que vous pouvez mettre en regard avec le Rwanda, par exemple. La Chine, la croissance a été très rapide, mais c'est là où, toujours ces dernières années, et c'est là où le taux d'inégalité a bondi d'une manière exponentielle. Beaucoup de croissance et beaucoup d'inégalités, croissance non inclusive. Et pourquoi? C'est pourquoi moi je ne vante pas le miracle chinois, parce qu'ils ont constitué une main-d'œuvre de migrants de l'intérieur. Vous savez combien on est sensible, nous, précisément, à la question des migrants ici en Afrique en général et en Afrique du Nord en particulier, et au Maroc de manière encore plus spécifique. Eh bien là-bas, ils ont constitué des migrants de l'intérieur, c'est-à-dire des gens qui sont très très mal payés, délocalisés, mais s'ils veulent profiter de la protection sociale, de la scolarité de leurs enfants, ils doivent maintenir leur famille dans le village d'origine. Migrants de l'intérieur, emploi complètement précarisé au sens où la qualité de vie s'en ressent, migrants de l'intérieur. C'est cela qui fait précisément les inégalités. Et le Rwanda, M. Melouk m'a dit qu'hier il en a été question, eh bien précisément le Rwanda a réduit, comme vous le savez, de manière drastique la corruption. Et vous savez que c'est la grande gangrène de notre continent. Merci Serali pour cette introduction. Hier, il a beaucoup été question d'éthique, de déontologie. Il a beaucoup été question des jeunes. Les jeunes n'ont pas la même perception de leur avenir par rapport à des générations qui les précèdent. Ils sont probablement plus enclins à intégrer encore plus les concepts et les valeurs. Ils veulent une inclusion, telle que vous l'avez évoqué. Et quand on rassemble tous les concepts qui ont été évoqués hier, y compris l'histoire qu'ils veulent raconter lorsqu'ils seront un peu plus âgés, qu'est-ce qu'on a fait, comment on l'a vécu, qu'est-ce qui nous a emportés, eh bien on se retrouve devant peut-être un point d'interrogation sur le projet de société que nous voulons,
et sur ce qui est aujourd'hui d'actualité chez l'ensemble des décideurs, notre projet de développement à venir, qui est aujourd'hui un point d'interrogation. On écoutera un certain nombre d'intervenants tout à l'heure qui vont s'exprimer là-dessus. Maintenant, vu de haut, vu de la part d'un philosophe qui a du recul, comment pourrions-nous imaginer cette lecture du développement de notre pays qui intégrerait les jeunes, qui intégrerait les plus démunis et qui ouvrirait les conditions de la confiance? Les jeunes les plus démunis, permettez-moi de revenir sur un élément, parce qu'effectivement les jeunes connaissent un chômage absolument inadmissible ici, mais aussi ailleurs. Permettez-moi de revenir sur justement plus démunis, qu'est-ce qu'on entend par les défavorisés? Je disais tout à l'heure que la croissance inclusive, c'était la croissance qui permettait que le revenu des plus pauvres croît plus vite que celui de l'ensemble de la population, que nous ne fassions pas société pour que nos lois avantagent les plus avantagés. Il y a quelque chose qui ne va pas, et là, on est sûr qu'on n'est pas dans la croissance inclusive. Alors, c'est quoi être défavorisé? Permettez-moi de partir d'une parabole que donne Amartya Sen le prix d'économie, le prix Nobel d'économie de 1998, qui est économiste et philosophe. Il dit, ben voilà, vous êtes un chef d'entreprise et vous voulez embaucher quelqu'un. C'est une parabole. On imagine que la tâche, dit-il, est indivisible. Et arrivent précisément 3 jeunes pour cette tâche-là. Le premier est totalement sans moyens, donc très pauvre. Vous vous dites, il n'y a aucune raison pour que je ne l'embauche pas. Très bien. Sur ce moment même, arrive un autre qui a tout perdu, qui vit le malheur de la perte complète. Il n'y a aucune raison de ne pas lui donner l'emploi. Et puis, arrive encore, et là c'est l'élément genré, très important, parce que la croissance inclusive, c'est une croissance qui intègre complètement le genre. Eh bien, arrive une femme malade, pas de moyens, et ce qui lui permettrait précisément d'acheter ses médicaments, c'est ce travail. Alors que fait ce patron d'entreprise? Il n'a pas le moyen d'embaucher les 3 et il doit précisément choisir. Alors qu'est-ce qui est intéressant dans cette parabole? Ce qui est intéressant dans cette parabole, c'est que vous avez 3 visions, 3 bases d'information que vous devez intégrer sans cesse, que vous soyez chef d'entreprise ou que vous soyez responsable politique. 1, le contrat social. S'il y a des exclus, c'est le premier cas, le pauvre n'a rien. On ne peut pas, le lien social se délite à chaque fois qu'il y a précisément des personnes hors de ce lien social et le travail est précisément un élément intégrateur dans le lien social. Moi, je ne dis jamais vivre ensemble, je dis agir ensemble. Le vivre ensemble, c'est d'abord une formule lissée, nappée des grandes organisations mondiales comme l'UNESCO, mais qui ne donne pas le fait d'agir ensemble. Vivre ensemble, nous vivons ensemble, juxtaposés avec les bidonvilles, etc. Nous vivons ensemble, mais nous n'agissons pas ensemble. Donc le premier cas, c'est la personne exclue du contrat. Le deuxième cas, ça c'est des raisons publiques et objectives. La pauvreté comme raison publique et objective. Dans le second cas, c'est la pauvreté comme raison interne. Il a tout perdu. C'est un malheureux, il a tout perdu et la satisfaction que lui donnerait ce travail va en quelque sorte le faire sortir de la situation de malheur. Et le troisième cas, alors là, c'est effectivement, la première, c'est les théories contractualistes et la deuxième, c'est les théories utilitaristes. Et la troisième, eh bien, la personne malade, une femme qui précisément est privée de tout, c'est la personne qui est privée de capacité, c'est la théorie par les capacités d'Amartya Sen qui dit que précisément la pauvreté, qu'est-ce qui lui a valu son prix Nobel en 1998? C'est que la pauvreté ne doit pas se mesurer à un seuil. On le voit bien avec les ratés du Ramed au Maroc. La pauvreté ne se mesure pas à un seuil, ce n'est pas une question de quantité, ce n'est pas les $2 par jour, non. La pauvreté, c'est qualitatif. C'est une privation de capacité. Et les femmes, entre tous, dans une société, font l'expérience de la privation, beaucoup plus que les autres. Privation de santé, privation d'éducation. Les jeunes filles qui arrêtent le scolaire à 9-10 ans parce que le collège
est à 5 km et elle ne peut pas revenir la nuit seule parce qu'il n'y a pas de transport, elle arrête sa scolarité. Les dérogations données dans les zones rurales reculées du Maroc pour que les filles se marient à 12, 13, 14, 15 ans, c'est totalement inadmissible. Et ces dérogations, précisément, sont de plus en plus accordée, et la fondation ITO, Y2TO, je vous conseille vivement d'aller voir sur Internet le travail qu'elle accomplit pour sortir précisément ces filles de ces dérogations. Donc, si vous voulez, la pauvreté, c'est une question de privation, de capacité. Je ne peux pas faire telle chose, et ce n'est pas simplement une histoire de seuil. J'ai développé ces 3 points, cher Simstafa, parce que précisément, elle donne une indication du caractère des obstacles qui sont rencontrés pour pouvoir intégrer cela. Et je termine sur ce point. Il faut arriver non pas à choisir entre le contractualisme, l'utilitarisme, la théorie des capacités, mais si vous avez une base d'informations très riche comme celle-ci, faire en sorte que le contrat aide à la capacité sur fond de satisfaction accrue des personnes. Et si on n'a pas les 3 ensemble, eh bien là, effectivement, on va encore faire de la croissance sans développement. Merci, Siali. Vous voyez qu'il y a une interaction entre la philosophie et les chefs d'entreprise. Vous avez évoqué un certain nombre de mots dont souffrirait notre société et qui empêchent cette inclusion. Certaines alertes ont été également introduites dans divers rapports et ont même été mentionnées de manière très claire et avec un appel à réaction de l'ensemble des acteurs, ont été très clairement définis dans les discours royaux de la fête du trône, de la fête de la jeunesse, ou celle du 20 juillet, ou du 20 août, pardon, et ces mots ont été très clairs, traitant des enfants par rapport au préscolaire, traitant de la femme et son inclusion, traitant des enjeux liés au développement des régions et des territoires, traitant des lourdeurs administratives et du rôle de chacun, traitant de la responsabilité des citoyens à être engagés pour leur pays, à pouvoir défendre leur engagement, tant sur le plan de ce qu'on a appelé le patriotisme ou l'engagement. Tous ces éléments ont été mentionnés. Cela veut dire qu'il y a aujourd'hui des problématiques et en face des acteurs. Ces acteurs sont le public, toutes administrations confondues, les opérateurs et investisseurs qui sont parfois enclins à être découragés ou à ne plus vouloir investir ou à avoir des idées qui dépassent les frontières. Il y a également des représentants, et là on parle de représentation participative ou de représentation représentative. Tous ces acteurs, il y en a beaucoup qui sont ici. Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire pour déclencher la flamme de l'efficacité, de l'engagement pour régler des problèmes qu'on est en mesure de régler? Qu'est-ce qui manque et qu'est-ce qu'il faut faire? Merci de cette question massive. Je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faut refonder, je ne suis pas un fondationaliste. Je pense qu'il faut partir de ce qui ne va pas et de manière fragmentaire mais dynamique, résoudre les problèmes pas à pas, ce que vous faites tous quand vous êtes, comme vous dites si bien Simstafa, responsable. La responsabilité, ce n'est pas d'attendre le grand jour ou le grand soir, comme on dit souvent, c'est ici et maintenant, qu'est-ce que je fais? Ici et maintenant, qu'est-ce que je fais? D'abord, reconnaître les positions. Tout ce que j'ai dit, c'est une affaire de position, ce n'est pas une affaire de motivation personnelle. Je suis à chaque fois un peu contrit et un peu malheureux quand j'entends dire que les gens sont de même, les pauvres sont de même paresseux, sont de même inertes, etc. On va chercher des motivations psychologiques, moralisantes ou moralisatrices, alors qu'il s'agit de positions dans une société. Les plus défavorisés, c'est une position, ce n'est pas de la psychologie, ce n'est pas de la moralisation. Et à chaque fois que l'on dit « eh bien, je trouve que ça ne va pas. Je vous le dis franchement, ça ne va pas. Parce que ce n'est pas une question de mentalité, ce n'est pas une question de système culturel, c'est une question de règles respectées, de barrières données pour ne pas tomber, et ces règles manquent. Je disais tout à l'heure à M. Laïdi
que j'ai beaucoup travaillé sur un philosophe, Wittgenstein, qui dit que l'angoisse naît de l'absence de règles. Je dis ce philosophe Wittgenstein, s'il était venu au Maroc, il aurait peut-être eu une crise cardiaque au bout d'une semaine. L'angoisse naît de l'absence de règles. Il n'y a qu'un franchissement de règles, il n'y a qu'une transgression de règles, précisément. Et cela ne va pas. Quand vous me dites quoi faire, donnez précisément le sens des règles en arrêtant de penser que les gens vont agir par leur psychologie ou leur moralité. On n'est pas dans la moralisation, on n'est pas dans la psychologisation. Et cela s'accompagne d'un respect grand pour les statistiques. Je voudrais saluer ici le travail que fait le HCP, le Haut Commissariat du plan. Certains sont peut-être là de cette institution très respectable. Elle donne des statistiques et elle permet de ne pas se focaliser sur les cas individuels. On dit on a construit de beaux hôtels 4 étoiles, 5 étoiles à Marrakech. Cas individuels. Les statistiques, qu'est-ce qu'elles disent sur l'ampleur du désastre social au Maroc? Vous avez bien fait de mentionner effectivement les alertes de notre souverain, parce qu'effectivement la HCP fait des analyses, donne des indicateurs. Après, ces indicateurs sont logiquement ce qui fait pression sur les décideurs publics. Mais très souvent, dans son dernier rapport, le HCP dit « mais je ne peux plus simplement faire des analyses et des indicateurs. Je suis obligé de passer à la pression du décideur en disant que l'alerte est devenue une alarme. » Et l'alerte est devenue une alarme précisément pour dire quoi? Que l'emploi doit de plus en plus être diversifié. C'est ça précisément la croissance inclusive. Que d'accord, l'éthique, les technologies de l'information et de la communication, mais n'oublions pas que toutes les sociétés que nous représentons ici sont des sociétés conçues ailleurs et que nous sommes ramenés à de la fabrication, donc de la dépendance, et nous ne sommes pas dans la conception. Et qu'est-ce qui pourrait faire que le Maroc ait sa part dans la conception et pas simplement dans la fabrication? Eh bien, c'est qu'il monte en gamme ses produits qu'il exporte. C'est ça que l'indication du HCP, c'est de dire qu'il ne suffit pas de faire venir le CAC 40 au Maroc à travers les technologies de l'automobile ou de l'aéronautique, mais qu'il faut faire monter en gamme précisément ce que le Maroc exporte. Et cela, vous mettez du concevoir dans ce que l'on sait déjà faire. Et j'ai participé avec notre ambassadeur en France, pays où j'habite. En fait, Bruxelles, c'était une chaire Perelman qui m'avait été accordée il y a 3 ans, mais je sais que c'est ce qui figure encore dans Wikipédia. Mais je suis professeur à l'Université de Paris-Est-Créteil et membre de l'Institut universitaire de France. Et accessoirement de l'Académie de pharmacie qui, comme vous, a voulu intégrer un philosophe en son sein. Donc, je travaille beaucoup en éthique médicale et c'est pour ça aussi peut-être que je suis très sensible aux enjeux de santé. Et donc, partir des raisons publiques et objectives, partir des raisons internes, ne pas partir de la psychologie de la motivation. Et pour terminer sur ce point-là, vous me dites quoi faire? Eh bien, je pense qu'il faut partir de ce qui ne va pas, parce que personne ne perçoit clairement le bien, mais tout le monde perçoit clairement ce qui ne va pas. Et on peut montrer le chemin à quelqu'un physique, on ne peut pas lui montrer le chemin moral, on ne moralise pas. Mais on peut partir de ce qui ne va pas. Et ce qui ne va pas, eh bien, permettez-moi de souligner quelques obstacles à la croissance inclusive et quelques obstacles au fait que les jeunes rencontrent les problèmes que vous avez soulevés. Pourquoi la croissance se fait au profit des grandes entreprises et pas des petites structures? Pourquoi, je le disais tout à l'heure, on valorise le capital et non le travail humain et que, précisément, vous le savez, il y a plusieurs mondialisations. Le mot mondialisation ne veut rien dire, c'est un homonyme. Il y a la mondialisation financière qui creuse les inégalités et la mondialisation des échanges qui permet de vivre mieux. Donc, il faut distinguer entre les échanges et la mondialisation financière. Tout ce qui est fait au profit du capital ne va pas du côté du travail. L'absence de productivité dans les zones rurales, autre obstacle.
et les zones intérieures. L'absence d'accès aux pauvres au marché des crédits. Il y a un philosophe qui parle non pas de l'informel, il dit qu'il ne faut pas parler de l'informel, il faut parler de l'extra-légal. Et l'extra-légal, c'est tout simplement parce que le droit et la propriété sont monopolisés par le légal. Et comment faire que l'on puisse accéder à quelque chose qui soit plus partagé, comme précisément le marché des crédits. Il faut d'abord avoir beaucoup pour avoir accès au crédit. Le faible taux d'activité des jeunes, vous l'avez dit, et précisément le sous-emploi, je n'y reviens pas, la faible régulation des secteurs comme l'agriculture. Beaucoup de gens s'étonnent ailleurs que notre secteur, pendant longtemps et dans une large mesure encore aujourd'hui, ne soit pas soumis à l'impôt, absence de régulation. Tout le monde s'étonne que les règles d'héritage aujourd'hui, on paye peanuts. Ce n'est pas normal que les gens héritent tant et tout de suite, d'emblée, dans la société, une position de favorisée. En France, c'est entre 20 et 30%. Au Maroc, c'était 1,5%, c'est passé à 4,5%. C'est lamentable, d'autant plus que ça pénalise complètement les héritiers eux-mêmes, parce que, comme vous le savez, les héritiers payent les 4,5% et se disputent entre eux pendant 20 ou 30 ans, et tous les biens sont bloqués de ces héritiers. Psychologisation encore par absence de régulation. Échec de transfert aux administrations locales des dépenses publiques, je n'y reviens pas, ça c'est un élément important, et notre souverain en a parlé, parce qu'il avait reçu Mo Ibrahim, et l'indice Mo Ibrahim indique qu'il y a un lien direct entre la régulation politique et la croissance inclusive. Et, bien évidemment, les inégalités de genre, la détresse que vivent les femmes qui conçoivent hors des liens du mariage est absolument scandaleuse. La loi qui est passée dans la législature précédente, qui donnait 1000 dirhams aux veuves démunies, elle n'a pas élargi ces 1000 dirhams aux femmes, aux filles mères. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les filles mères, leur enfant, quand il est scolarisé, eh bien, il vaut moins que celui dont la mère est veuve. Et Aïcha China avait interpellé l'ancien gouvernement sur cette question. C'est des choses très, très concrètes, précisément. Et pour finir, avoir accès à l'enquête et pas à la rumeur. Nous sommes un pays qui est passé de la rumeur aux fake news sans passer par la case de l'enquête et de l'investigation. Justement, l'enquête et l'investigation, c'est ce qui permet d'éteindre les incendies, parce qu'on partage une information, et je ne pense pas qu'on puisse agir sans avoir sa part dans la vérité des données. Merci, Sirali. Je pense que la philosophie va faire partie probablement des concepts intégrés dans les entreprises. On a intégré le management, on a intégré la motivation, le coaching. Il faut peut-être aller un peu plus haut. Et je retiens un mot que vous avez cité, qui est celui des règles. Des règles pour éviter d'aller vers la moralisation, aller vers d'autres concepts qui sont moins productifs lorsque nous avons envie de passer à l'acte. Alors, deux entités aujourd'hui essayent de se construire un partenariat, à savoir l'administration, le gouvernement, et en face les entreprises, pour qu'ensemble, ils puissent régler un certain nombre de problèmes, sur la base de règles, sur la base aussi de respect. Le souverain lui-même dit qu'il fallait que l'administration fasse confiance, et l'administration demande au privé, nous ne sommes pas tous corrompus. Il y a des membres ou des fonctionnaires, et il y a une partie, c'est ce qui a été dit hier, une partie qui probablement est corrompue. Alors, comment installer ces règles et mettre un process? C'est vous qui êtes philosophe et voyez les choses d'en haut, mais vous avez la particularité de descendre vers le bas aussi. Quelle est l'idée qui permettrait de déclencher le process? Il l'est déjà, mais peut-être pour pouvoir l'accélérer. Permettez-moi de répondre uniquement à partir du domaine que je connais bien, celui de l'éducation. On cite toujours le système finlandais pour ses performances.
et certainement pas le système marocain, malheureusement pris dans les contre-performances. Permettez-moi d'énumérer les forces précisément du système finlandais. C'est un système public fondé sur la coopération. La Suède et la Norvège, qui ont un système fondé sur la concurrence, font moins bien. Ceci pour dire que les biens sociaux, comme l'éducation et la santé, ne sont pas tout à fait des biens marchands. Ne sont pas tout à fait des biens marchands. Et si on prend conscience précisément de ce point, on est justement dans cette... voilà, en amont, c'est cette règle d'abord, la règle de la coopération et non pas la règle de la concurrence. 5-6 paramètres qui font que l'éducation est performante en Finlande. 1, le métier est valorisé. Au Maroc, les enseignants sont assez bien payés, j'entends mes collègues du supérieur, compte tenu du niveau de vie marocain, ils gagnent plus que moi en France. Mais moi, je participe par mon salaire, je paye 30% d'impôts et je participe par mon salaire à beaucoup de choses que je revois. Fort heureusement, je tombe rarement malade. Je participe anonymement à ce que beaucoup soient soignés. Et le Conseil de l'Europe dit que c'est dans les 3 dernières années de notre vie qu'on coûte le plus à son état en termes de santé. Donc, un métier valorisé, ce n'est pas par ça que l'on pêche au Maroc. Un soutien scolaire massif, ah oui, là, il n'y a pas le soutien scolaire massif. En Finlande, ils font du soutien scolaire massif, c'est-à-dire qu'ils voient tout de suite comment un enfant commence à décrocher. 3, la gestion partagée. Les règles, c'est celle-ci, hiérarchie des normes, comment elles descendent. Les règles partagées entre les autorités nationales, les instances municipales, les établissements scolaires, avec une relative autonomie. Je vous disais, je reviens d'une formation des chefs d'établissement en Suisse romande, et précisément, j'ai vu toute la cascade des normes, comment eux, au niveau de leur établissement, ils ont relativement un pouvoir aussi de recrutement. Et eux-mêmes, ils ont des doyens qui s'occupent et qui les relaient auprès des enseignants. C'est une structure très fine de cette cascade des normes. C'est ce qui fait aussi qu'en Finlande, ça marche, et en Suisse, ça marche plutôt bien. La lutte contre l'échec scolaire, ils font en Finlande de la lutte active contre l'échec scolaire. Le 5e point, c'est l'égalité d'accès à l'école, c'est ce que j'ai appelé tout à l'heure le système public. 6, la formation continue des enseignants intégrés au projet éducatif. Qu'a-t-on fait au Maroc de l'argent du plan d'urgence 2009-2013 ? Je crois que la Cour des comptes se réveille maintenant, 5 ans après, pour essayer de comprendre ce qui a été fait des 35 milliards de dirhams entre 2009 et 2013. Certainement pas, cet argent n'a certainement pas été dans la formation continue de mes collègues enseignants. Si précisément, cet été j'étais au Maroc, vous allez me dire, l'été n'est pas fini, c'est l'université d'été, mais au début du mois d'août, et j'ai failli me lever de table, bien que quand on vous contredit, dit Montaigne, ça doit éveiller votre attention et pas votre colère. Mais le problème, c'est que parfois, il est très difficile de parler avec quelqu'un qui, si vous voulez, ne donne pas les bases elles-mêmes, qui remet en cause les bases elles-mêmes du dialogue. Et c'était quelqu'un qui me disait, mais éduquer pour faire quoi ? Ben, éduquer pour éduquer, parce que c'est ce qui donne l'autonomie aux gens. Le ministre des Affaires étrangères au Japon à la fin du XIXe siècle, il a fait une tournée en Europe et aux États-Unis, il est revenu dans son pays, il leur a dit « La seule chose qui nous différencie des autres, c'est moins d'éducation. La seule chose, n'allez pas chercher les systèmes culturels, n'allez pas... un peu plus ou un peu moins d'éducation. » Résultat, il dit ça à la fin du XIXe siècle, en 1913, le Japon, tout en étant plus pauvre
que la Grande-Bretagne et les États-Unis publiaient plus de livres que ces deux pays. Voilà un ensemble d'exemples qui montrent comment la hiérarchie des normes éteint les incendies sociaux et l'éducation. Au Maroc, nous sommes dans l'incendie social.